Bienvenue dans cette revue de presse du 15 au 19 novembre 2021 avec au programme cette semaine un missile russe qui relance la guerre des étoiles, la hausse alarmante de la prostitution des mineurs et une aide publique qui encourage la concurrence déloyale contre un géant de l'industrie française. Alors, la Russie a admis ce mardi 16 novembre avoir pulvérisé l'un de ses vieux satellites en orbite avec un tir de missile. Cet incident a naturellement provoqué les condamnations de l'OTAN et des États-Unis, mais il a aussi rappelé que l'espace était un enjeu stratégique majeur, d'où la bataille de l'espace pour la Croix de ce mercredi 17 novembre qui regrette l'attitude russe qui participe à une arsenalisation de l'espace qu'il faut dénoncer, écrit Jean-Philippe Ploquin dans son édito. Surtout que cet épisode ravive une autre inquiétude. Les milliers de fragments du vieux satellite s'ajoutent aux tonnes de débris déjà tournant autour de la Terre. En page intérieure, la Croix nous donne les chiffres utiles à la compréhension de la pagaille des débris qui se jouent en orbite. Depuis le début de l'aventure spatiale, ce sont 5500 satellites qui gravitent entre 700 et 1100 km au-dessus de nous. Depuis, seulement 1700 sont encore actifs. Une explosion comme celle de cette semaine, c'est 1500 débris qui vont s'ajouter aux 30 000 objets de plus de 10 cm en orbite, mais aussi aux 900 000 autres objets de plus d'1 centimètre. Bon alors, pour nous, c'est peut-être rien, mais un débris d'un seul centimètre peut causer d'importants dégâts, nous assure Pierre O'Malley, qui est un expert en déchets spatiaux, qui le dit à Libération, qui titre avec malice ce mercredi concours d'orbite. À titre d'exemple, explique ce dernier, une collision avec un morceau d'1 centimètre dans l'espace équivaut à un impact avec une voiture lancée à 130 km/h. C'est pour cette raison que l'ISS, la Station spatiale internationale, située à la même hauteur que le lieu de l'explosion, se prépare à évacuer à tout moment. Et on les comprend. Dans ce domaine, en revanche, la France s'est engagée depuis 2008 dans une loi relative aux opérations spéciales à préserver l'espace et à ramener tous ces engins sur Terre. Qu'on se rassure, notre initiative est bonne, mais elle pèse peu face à la Chine ou aux États-Unis qui sont responsables de 90% des déchets spatiaux. La sécurité de l'espace reste néanmoins une question de souveraineté, tant les satellites jouent un rôle crucial dans l'économie, tient à nous rappeler l'humanité ce 17 novembre. Géolocalisation pour les transporteurs, télécommunication pour les professionnels comme pour le grand public, prévision du moment de la récolte pour les agriculteurs ou encore météorologie. C'est un atout de puissance que nous développons, si l'on croit le Monde de ce jeudi 18 novembre, qui met en une un tir russe qui ravive les tensions dans l'espace et dans lequel on apprend que la France a envoyé ses premiers satellites espions en orbite, les CERES, capacité de renseignement électromagnétique spatial. Dans les prochains mois, il devrait permettre aux armées françaises d'acquérir une capacité unique en Europe, l'écoute des signaux radars et des télécommunications. Parce que oui, jusqu'à présent, nous devions nous en remettre aux États-Unis pour ça. Une guerre des étoiles qui n'a pas fini d'évoluer puisque la Tribune nous apprend cette semaine qu'une start-up espagnole, Pangaea Aerospace, vient de certifier l'essai d'un nouveau moteur fusée que même la NASA n'avait pas réussi à concevoir et qui assume son objectif, concurrencer Ariane Group. La France doit donc continuer sa guerre des étoiles avec un budget de 4,3 milliards entre 2019 jusqu'à 2025. Un budget, nous rappelle Le Monde, bien en deçà de celui des États-Unis, plus de 44 milliards d'euros par an, de la Chine, à un peu moins de 9 milliards d'euros, ou de la Russie, 2 milliards d'euros par an. Cette fois-ci, c'est un sujet qui a failli passer sous le radar des satellites médiatiques. C'est le journaliste Gérard Biard, rédacteur en chef à Charlie Hebdo, qui profite de son papier hebdomadaire pour nous alerter sur un phénomène dramatique, la prostitution des mineurs. Cette alerte s'appuie sur un rapport remis en juillet dernier à Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Les chiffres que l'on y trouve sont terrifiants. La France compte actuellement entre 7 000 et 10 000 mineurs qui se prostituent. C'est une hausse de 70% par rapport aux chiffres de 2016. Le portrait robot de ces mineurs, majoritairement des filles, en moyenne âgées de 15 à 17 ans, mais qui entrent dans ce milieu de plus en plus jeunes. Certaines filles commencent à se prostituer à 12 ans. La journaliste note également un chiffre en large hausse, la prostitution de cité qui explose 87% en 5 ans. Seulement, si la loi est importante, elle ne peut pas tout, regrette Gérard Briard, car tout le monde est d'accord, des enfants prostitués, c'est horrible, mais c'est horrible parce que ce sont des enfants,
Pas parce qu'ils sont prostitués, note-t-il. Cette forme de prostitution n'est en effet évoquée que lorsqu'un réseau est démantelé ou qu'une chaîne de télévision y consacre un reportage. Reportage dans lequel les clients sont laissés de côté et sont seulement qualifiés de clients alors que les faits relèvent plutôt de la pédocriminalité. L'autre tendance que décrypte le rédacteur en chef de Charlie, c'est que ces jeunes filles ne se considèrent pas comme victimes de la prostitution. Elles se voient pratiquer un métier, disons, banal, avec un entretien d'embauche et un contrat de travail qui leur assure de l'argent facile. Propos typiques d'une personne sous influence de certaines déclarations à la mode que Gérard Biard accuse de faire du tapin le métier le plus cool et le plus émancipateur du monde et dont le discours gobé, sans tousser, est reproduit par un paquet de médias qui voient d'abord dans la prostitution un chouette sujet à sensation. Il faut donc impérativement se saisir de ce sujet, changer de lunettes et voir la prostitution telle qu'elle est, conclut-il. Ce n'est ni un métier, ni un outil d'empowerment, mais un gigantesque système d'exploitation sexuelle. Si ce sujet vous intéresse, lisez l'entretien d'Hélène David, publié sur marianne.net ce mardi 16 novembre. Hélène organise la prise en charge de mineurs engagés dans la prostitution et elle y explique parfaitement le rôle prépondérant d'Internet, la difficulté à sortir de cette spirale infernale, mais également le travail de prévention à mettre en place pour éviter que des mineurs s'engouffrent dans la prostitution à nouveau. Pour conclure cette revue de presse, partons ensemble en Lorraine, grâce au Figaro de ce jeudi, et plus précisément à Pont-à-Mousson. Là-bas se trouve une filiale de Saint-Gobain, fleuron industriel français, s'il vous plaît, spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux, fondé par Colbert lui-même et qui emploie 2000 personnes dans la région. En plus d'être un site industriel majeur, nous rappelle le journal, c'est aussi un site historique non négligeable puisque la première usine de fonte date de 1856. Au fur et à mesure des années, l'entreprise s'adapte aux évolutions technologiques tout en gardant quand même son activité de prédilection, la fonte. Mais les surcapacités de production sur le marché européen n'aidant pas et les crises, notamment économiques, se succédant, l'entreprise familiale qui faisait couler 600 000 tonnes de fonte par an à son apogée ferme 2 fours sur les 3 qu'ils utilisent en 2008 et 2009. Alors que l'entreprise est en difficulté, le Figaro nous apprend que l'État, aujourd'hui même, accepte de verser 4 millions d'euros à Electrosteel, son concurrent direct indien, pour l'encourager à quoi ? À implanter un site en France. Un site industriel comportant un four et une usine de fabrication de tuyaux qui représente un investissement non négligeable de 40 millions d'euros et 190 emplois à la clé. Cette annonce passe d'autant plus mal chez Saint-Gobain qu'ils viennent d'investir 10 millions d'euros sur un grand plan de 170 millions d'euros qui avait été décidé en 2019. À cette époque, Saint-Gobain souhaitait négocier un partenariat avec un industriel chinois du secteur, mais Bercy avait fait part de ses réserves en affirmant, je cite, que les canalisations d'eau en fonte de Pont-à-Mousson étaient stratégiques. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu de mal à comprendre, parce que la stratégie, aujourd'hui, c'est visiblement de favoriser l'implantation d'un concurrent indien au risque de perdre à nouveau un fleuron français.